Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal décalé pour raison de match. Voici les titres. Test réussi de ces embarcations en fibre de verre fabriquées au Sénégal. Ces unités sont destinées à la pêche artisanale et au transport fluvio-maritime. L'objectif pour la Société des infrastructures de réparation navale qui a commandé ces embarcations est de réduire les accidents en mer. Et selon des maillons forts de la chaîne de formation académique en Côte d'Ivoire, l'Université de l'Atlantique, fondée par le Sénégalais Aliou Mané, emploie des centaines de personnes. Le grand format nous fait découvrir cet institut supérieur. CAN U23, les Lionceaux n'y seront pas. Ils ont été éliminés par le Sili National Junior de Guinée. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Santé tout d'abord. Les maladies émergentes et réémergentes constituent une menace pour l'Afrique. Pour y faire face, la coalition africaine de recherche, d'intervention et de formation mise sur les ressources locales. Ses membres ont été outillés à l'issue de l'Assemblée générale de la dite coalition à Dakar. Philomène Constance Diagne nous en dit un peu plus. Ces 10 dernières années ont été marquées par l'émergence d'épidémies dans le continent africain, emportant beaucoup de pertes en vie humaine. En 2014, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, affectant particulièrement la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Selon l'OMS, plus de 28 000 cas ont été comptabilisés avec 11 300 décès enregistrés entre décembre 2013 et janvier 2016, soit près de 7 fois plus de décès en 25 mois que depuis l'apparition de la maladie en 1976. Face à ces pandémies régulières et inattendues, la prévention reste le moyen de lutte le plus efficace, l'Afrique étant une zone très exposée. On va avoir un système de santé qui est faible, lié à notre situation économique, mais aussi au fait qu'on n'a pas assez de ressources humaines dans ce domaine. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'Afrique connaît des guerres et connaît un peu un certain nombre de conflits qui en font que ces pays sont considérés comme des pays vulnérables. La troisième raison, c'est que, vous savez, en Afrique, on a toute une végétation qui est très fertile, dans laquelle loge beaucoup de virus connus et pas connus et des pathogènes. Et ça peut faire qu'on a souvent dans une position d'opportunité. Donc quand vous mettez aussi un dernier point qui est la démographie, l'Afrique est un des continents qui grossit le plus. Ebola, Zika, entre autres épidémies ont fait des ravages avec beaucoup d'impacts économiques et sociaux. Pour ne pas être victime, le Sénégal a pris des mesures. Au niveau du Sénégal, il y a toute une série d'activités qui ont été mises en place avec un nouveau centre comme l'IRSEF, avec aussi des acteurs comme l'Institut Pasteur qui étaient dans ce domaine depuis un certain temps, mais au niveau de l'université et au niveau des alliances sous-régionales, avec l'OAS, toute une démarche qui a pour but de renforcer notre région et particulièrement notre pays. Avec un système sanitaire déficitaire, l'Afrique, à travers Alerte, veut gagner le défi de la prévention. Cela passera nécessairement par une synergie des actions. Éducation, le lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies a abrité une séance d'exposition et d'explication sur les métiers de l'armée. L'activité a été organisée par le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle en partenariat avec l'état-major général des armées, Pape Kolingom. Monsieur Ndiaye, capitaine Alioune Badran Ndiaye est-il un enseignant dans sa salle de classe et se mue en pédagogue le temps d'une demi-journée de sensibilisation sur l'orientation scolaire et professionnelle. Ici, les métiers de l'armée sont portés à la connaissance des élèves. C'est une opportunité pour l'armée d'être en contact avec la population civile, avec les élèves, pour leur faire part des métiers, les offres d'emploi que leur offre l'armée. On a des administrateurs, on a des intendants, on a des gens qui sont appelés à être sur le terrain, on a des gens qui sont appelés à faire la communication, donc on a des infirmiers et des sages-femmes. Donc dans toutes les entités, l'armée est représentée. Au lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies, plus de 300 élèves ont pris part à la rencontre. Ce que j'ai retenu, c'est que les possibilités que nous avons à notre portée pour accéder à l'armée, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre ou dans la marine nationale. La première option, c'est de partir dans l'armée, plus précisément dans l'école santé militaire. Le centre d'orientation avait au début un large éventail de cibles. Et il y avait la Solida, il y avait d'autres secteurs.
mais que pour cette année-ci, la demi-journée d'orientation est axée sur les métiers de l'armée, pour d'abord permettre aux élèves de s'ouvrir davantage à ce milieu qui est un peu méconnu pour eux, mais aussi et surtout s'imprégner de cette renommée qui est collée à l'armée, c'est-à-dire l'esprit civique, l'esprit de rigueur, mais aussi cette discipline qu'on entend dans le milieu militaire. La demi-journée de l'orientation scolaire et professionnelle est une initiative du Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle de Dakar. Elle vise à mieux sensibiliser les élèves aux opportunités qu'offrent les entreprises et autres structures d'enseignement et de formation du pays. On m'a bien choisi à quelques jours donc, du 4 avril. Les préparatifs vont en bon train à Tambacounda. La zone militaire numéro 4 a initié une série de formations, notamment en matière de levée des couleurs dans les établissements scolaires. Objectif, sensibiliser les jeunes sur la citoyenneté. Abdoulaye Sikari nous en dit un peu plus. Une levée des couleurs pas comme les autres au lycée Mame Cheikh Mbaye. Celle-ci marque le lancement des activités préparatives du 4 avril. Le thème de cette année porte sur la citoyenneté et l'unité nationale. Une raison supplémentaire d'impliquer les plus jeunes. J'ai entendu le commandant donner des instructions, il faut être attentif, on ne tire pas le drapeau. Donc venir rappeler ces instructions à l'ensemble de nos élèves qui seront donc demain la relève de ce pays, qui nous dit que parmi eux, il n'y aura pas de colonel, il n'y aura pas de capitaine, il n'y aura pas donc, de chef d'établissement, on ne sait pas. Donc, c'est des leçons de base que nous avions tendance à perdre. Au 4 avril, pour qu'à chaque fois on vienne dans les écoles ensemble avec l'armée, procéder à une levée des couleurs, pour permettre à ces élèves-là de voir l'armée, comment l'armée fonctionne. D'abord, c'est fondamental, mais également pour que l'armée puisse également impacter positivement sur la citoyenneté des élèves. Je pense que l'armée est un exemple pour tout le monde, pour toute la nation sénégalaise en matière de discipline, d'organisation, de méthode. C'est la raison pour laquelle nous pensons que vraiment la collaboration doit continuer avec l'armée. Du côté du commandement, c'est un long processus. La citoyenneté est un comportement de tous les jours. Sa culture participe de la bonne marche de la nation. Cherchant à développer le pays, parle d'abord d'un comportement, surtout sur le plan citoyenneté. Vous avez vu dans l'actualité, je parle peut-être des accidents. On a constaté qu'il y a un fort taux qui a été causé surtout par un problème de comportement et non de défaillance technique des véhicules. Déjà, il faut donc que les gens puissent avoir un comportement responsable vis-à-vis des institutions donc, de la République pour pouvoir prétendre à un développement. À côté de cette série de levées des couleurs, différents sites sont choisis pour l'entraînement des élèves en vue du défilé. Je le disais en titre, essai en mer réussi de 2 embarcations en fibre de verre. Il s'agit d'une unité destinée à la pêche artisanale et d'une autre dédiée au transport fluvio-maritime. Ces 2 embarcations commandées par la Société des infrastructures de réparation à navale ont été fabriquées au Sénégal, à Ramdawa. À bord de ces embarcations sorties d'usine, 2 passagers inspecteurs de sécurité navale. Leur expertise est sollicitée pour tester la stabilité des embarcations, leur allure, tout ce qui a trait aux normes de sécurité. Le bateau est stable. Nous avons testé en pleine vitesse le comportement du navire. Nous avons fait des gyrations aussi. C'est un navire qui se comporte bien. Donc la gyration, l'allure. Ensuite, on a le navire, il est dans l'eau. En même temps, on a essayé, on a regardé s'il ne prenait pas l'eau, quoi. Donc, il est étanche. Ces embarcations en fibre de verre vont révolutionner le secteur maritime. Destinées à la pêche artisanale et au transport fluvio-maritime, elles sont à la fois insubmersibles et géolocalisables. Les autorités misent sur ces caractéristiques pour faire face aux nombreux accidents en mer. Au niveau de la pêche, tout le monde connaît le problème. Le problème, ce sont les accidents interminables. Le problème, c'est un problème d'hygiène. Donc, disons, ces embarcations en fibre de verre vont véritablement régler tous ces problèmes que je viens d'évoquer. Maintenant, il y a au niveau du transport fluvio-maritime, je pense que le besoin est là, énorme, pour les populations des îles, au niveau du centre du pays, au nord, dans le sud.
Le Sénégal a choisi l'option du transfert de technologie. Les embarcations sont produites au Sénégal par une usine qui a démarré ses activités il y a 3 mois. Il ne s'agit pas pour nous d'importer des pirogues, l'État aurait pu le faire, mais nous avons jugé nécessaire qu'il fallait travailler avec des partenaires à mettre en place une usine de fabrication de pirogues en cuivre de verre. On peut donc dire sans de nous tromper que ces unités que nous allons remettre à son Excellence Monsieur le Président de la République seront des unités fiables aux normes. Le processus de renouvellement du parc piroguier du Sénégal prend ainsi de l'allure. La CIRN, qui représente l'État dans ce programme, a lancé dans un premier temps une commande de 40 pirogues. Elles vont progressivement remplacer les embarcations en bois. Le grand format nous conduit à Abidjan pour aller à la découverte de l'Université de l'Atlantique. Cette institution fondée par un Sénégalais emploie des centaines de personnes. Elle est devenue aujourd'hui incontournable dans le domaine de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Envoyés spéciaux Moussa Abba et Arona Diouf. Il lui aura fallu 40 ans, 40 années pour bâtir cet empire. Il s'agit d'une université privée créée en Côte d'Ivoire. C'est la première université privée de Côte d'Ivoire qui compte 3 structures, 2 à Abidjan et une à Bouaké. Elle compte également des instituts de formation professionnelle, entre autres l'Institut d'études du genre et des questions de la femme et de l'enfant, l'Institut d'études politiques et de relations internationales, l'Institut des hautes études professionnelles. Un groupe créé en 8 février 2000 qui emploie une centaine de personnes, des Ivoiriens pour la plupart, mais aussi des Sénégalais. Je dirais pas vocation, mais il y a une volonté de participer à l'activité de développement. Je suis moi-même enseignant de formation et j'ai cru bon de participer en accompagnant le processus public, parce que vous savez que c'est une prérogative d'ordre public de faire de la formation. La vocation de ce groupe, participer au développement de la formation des jeunes Africains. Dernièrement, en Afrique, l'activité d'éducation est considérée comme une activité lucrative. Ils ont même galvaudé l'expression « entrepreneur de l'éducation ». Il faut faire en sorte que, à côté de cette connotation à la limite péjorative, qu'il y ait des institutions comme les nôtres qui prennent cette activité comme étant une vocation, comme étant une obligation de participer à l'activité de développement, en accompagnant l'activité gouvernementale, de sorte que les gens qui sont formés soient à égalité de chance avec ceux qui ont été formés dans les structures publiques. Et cela, ça demande une implication de l'ensemble de la famille universitaire. Ça implique un choix important des formateurs. Il ne faut pas que ce soit des formateurs au rabais. Il faut que ce soit ceux qui forment dans le public, qu'ils viennent de l'extérieur ou qu'ils soient de l'université nationale. Après la Côte d'Ivoire, le groupe compte bien investir le Sénégal. Justement, dans quelques années, il va s'installer à Mbour, dans la petite côte. Voilà pour le grand format à découverte de ce dimanche. L'actualité au Mali, les premières mesures tombent au lendemain de l'attaque qui a fait plus de 100 morts dans un village Peul. Des chefs de l'armée ont été limogés et une milice de chasseurs a dissoute. Le récit de Dahaba. Réunis en session extraordinaire ce dimanche, sous la présidence du président Ibrahim Boubacar Keïta, le gouvernement malien a d'abord observé une minute de silence en la mémoire des centaines de civils tués dans l'attaque du samedi au centre du pays, non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Première mesure de ce Conseil des ministres extraordinaire, des changements dans les rangs de l'armée malienne. Le président, comme vous le savez, de manière volontariste, a fait consacrer des ressources substantielles et importantes au réarmement moral et à l'équipement de nos forces. Et il a rendu hommage, bien sûr, à tout ce qui a été fait jusqu'à présent, mais les derniers développements
aussi nous ont conduit à opérer des ajustements qui s'imposent afin de consolider les acquis qui ont été déjà enregistrés et de donner un second souffle à nos forces. Les rescapés de cette attaque au nombre de 50 ont pointé du doigt les chasseurs Dogon. Nous avons procédé à la dissolution de l'association Dana Massagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État et pour inviter de manière encore plus ferme nos services, nos forces à faire respecter de manière rigoureuse les différentes directives qui ont été données et de désarmer de manière active toute personne qui ne devrait pas être armée. Cette attaque intervient au moment où une délégation des Nations Unies est en visite au Mali. Face à ce drame inqualifiable, moi personnellement, en tant que représentant spécial du secrétaire général, j'en appelle d'abord à la cessation de la spirale de la violence. De même, dans le cadre de notre mandat de protection des civils, dès que nous avons appris l'information, une force de réaction rapide de la MINUSMA a été aussitôt déployée dans le lieu de l'incident. Le Mali, en l'espace de 2 semaines, a vécu des attaques. Selon certains observateurs, celle du samedi est la plus meurtrière, 134 tués depuis la fin de la guerre contre les djihadistes. Au Sénégal, un groupe de malfaiteurs étrangers arrêtés par la police nationale. L'enquête menée par les éléments des commissariats des HLM et de Bel-Air a permis de mettre la main sur ces délinquants qui avaient cambriolé le domicile du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Matilé, et une autre série de cambriolages au marché HLM. Voici commissaire Kharifa à ce propos. Dans la nuit du 6 au 7 mars 2019, nous avons été informés de 2 cambriolages qui avaient été perpétrés dans le secteur des HLM. Le premier cambriolage a été opéré au niveau du domicile du défunt Khalife général des Mourides, Serigne Mor Matilé Mbacké, où les malfaiteurs qui étaient au nombre de 10 et qui portaient une arme à feu ont emporté la somme de 831 000 francs, 2 téléphones portables et un scanner. Dans la même nuit, un autre cambriolage a été opéré dans un magasin qui se trouve au niveau du marché des HLM. Dans ce magasin également, les malfaiteurs ont emporté 94 téléphones portables, un ordinateur et la somme de 50 000 francs. Le 13 mars 2019, un autre cambriolage nous avait été signalé dans le marché HLM. Et dans ce dernier cambriolage, la somme de 6 millions a été emportée par les malfaiteurs. Aussitôt informé, le service, en collaboration avec le commissariat des HLM et celui de Bel-Air, a commencé les investigations. Ces investigations nous ont permis très rapidement d'identifier les malfaiteurs qui étaient à l'origine de cette série de cambriolages. Ces malfaiteurs étaient au nombre de 10 et ils habitaient tous à la cité Imbécile. C'est ainsi que nous avons interpellé 9 d'entre eux qui sont aujourd'hui dans nos locaux pour les besoins de l'enquête. Toutes ces personnes qui ont été interpellées dans le cadre de cette enquête sont de nationalité étrangère et elles habitent tous à la cité Imbécile. En sport, l'État va prendre toutes les dispositions pour une bonne participation du Sénégal à la CAN 2019 avec comme objectif la finale. Propos de Matarba, ministre des Sports, au lendemain de la qualification du Sénégal. Le ministre des Sports donc était l'invité de l'émission Point de vue. Voici un extrait. L'État du Sénégal et la fédération, même les joueurs, même si des fois ça ne marche pas, nous sommes dans cette dynamique-là depuis que le président Macky Sall est là. Parce que ce qui était beaucoup plus difficile dans la gestion de l'équipe nationale, c'est la maîtrise de la logistique, faire tout pour réunir toutes les conditions de performance pour éviter ces polémiques qui retardent effectivement notre jeu. Et tout ça a été réglé. Aujourd'hui,
il n'y a plus de problème de prime, il n'y a plus de problème de transport, ni rien du tout. Donc les joueurs ne s'occupent que du ballon, l'entraîneur ne fait que son schéma pour arriver à atteindre les objectifs. Et la fédération, qui est une fédération experte, est en train de maîtriser les compétitions auxquelles nous participons. Et l'État encadre au plan financier et la prise de certaines décisions pour que tout soit réuni pour une belle performance. C'est ça, donc l'accompagnement conséquent qui est requis est bien en place. S'il s'agissait de prendre des décisions ou de réunir des conditions tout simplement, nous n'arrêterons pas à la finale. On rentre avec le trophée. Parce que nous, du premier au dernier match, les mêmes conditions sont là parce que nous abordons avec professionnalisme ces compétitions internationales. Donc le reste, c'est ceux qui sont sur le terrain et l'entraîneur qui vont faire le job qui reste. Mais tout ce qui est administratif et conditions de performance, la préparation, tout est pris en charge par l'État du Sénégal et on ne change pas de fusil d'épaule. Omar, je rappelle que nous revenons d'une Coupe du Monde avec la délégation sénégalaise, mais aussi avec notre équipe nationale, plus de 300 Sénégalais. Aujourd'hui, avec l'équipe nationale, nous étions parmi les meilleures équipes, mais nos conditions aussi étaient parmi les meilleures conditions au niveau de cette Coupe du Monde. Nous avons logé là où l'Italie devrait séjourner, à Kalouga. Nous avions notre avion personnel qu'on a loué, pas des avions comme ça, mais des avions de luxe. C'est le même avion qui transporte l'équipe nationale de la France. Donc, ce sera le cas aussi pour l'Égypte. Mais ça sera le cas, parce que le sport est un investissement. On ne peut pas vouloir certains résultats et ne pas se mettre dans un certain niveau. Au football, toujours CAN U23, les Lionceaux sont éliminés. Ils ne participeront pas à la CAN de leur catégorie prévue en Égypte en 2019. Ils ont fait un match nul il y a quelques instants face au Sili National Junior de Guinée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous reviendrons également sur les championnats d'Afrique de la zone 2 de karaté qui viennent de s'achever ce dimanche dans nos prochaines éditions également. En attendant, signaler ce fait rare qui s'est produit à Mérina Dakar vers Pérez, une chèvre à mi-bas, une agnelle. Comprenez par là le petit du mouton, ou si vous voulez la petite du mouton. Aussitôt informé, le ministère de l'élevage y a dépêché une équipe d'experts pour essayer de comprendre ce phénomène plutôt exceptionnel. Reportage Issa Touré et Ibrahim Ndonga. Incroyable, rarissime, extraordinaire. Les qualificatifs ne manquent pas. La cause, la voici. Cette agnelle. Elle a été mise bas par une chèvre, Gadaïenne. C'est dans cette cité religieuse, nichée au cœur de la commune de Mérina Dakar, où le fait s'est produit. Depuis le 3 mars, date de naissance de cette agnelle, la localité attire de plus en plus de visiteurs. Mais quelle explication donner à un tel fait? Ablaye Sow n'en croit pas toujours ses yeux. C'est le berger qui conduisait ce troupeau au pâturage. Et quand il a assisté à la scène, il n'a pas tardé à informer le propriétaire. C'est dans l'après-midi qu'elle a commencé à travailler. Et à 18h30, elle a mis bas cette agnelle. Je n'ai jamais vu un tel cas. C'est un miracle divin. Et j'ai dit à mon épouse que je vais avertir son propriétaire. Selon le propriétaire, justement, il voyait souvent la chèvre s'accoupler avec un de ses mâles. Mais difficile pour lui de trouver les mots. Ils étaient ensemble dans le troupeau. Mais notre intention n'était pas de les accoupler. C'est arrivé toute seule. Des éléments du ministère de l'élevage et des productions animales ont été dépêchés sur les lieux. L'objectif étant d'apporter une explication à ce phénomène qui dépasse l'entendement. C'est un cas extraordinaire, rare. Ça nous a été rapporté. Madame la ministre nous avait demandé de venir voir qu'est-ce qu'il en est exactement et puis de rendre compte de cette situation exceptionnelle à travers le monde. Ce qui est le plus connu, c'est que la fertilisation en fait peut avoir lieu, donc fécondation comment on appelle ça, de la chèvre
de la chèvre par le bélier. Donc ça peut se développer jusqu'à 8 semaines. Ensuite, le fœtus meurt. Il y a en fait des cas où on enregistre en fait des naissances, comme dans celui-ci. Et il y a un cas qui a été rapporté en France où l'hybride s'est développé jusqu'à atteindre, n'est-ce pas, l'âge adulte. Et il s'est avéré, n'est-ce pas, que cet hybride était fertile. Des prélèvements seront bientôt effectués sur ces animaux pour essayer de trouver une réponse à cette équation à mille inconnus. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS1.